Mais puisqu'on parle de ces pionniers, il y a un élément important, c'est pourquoi ces pionniers nous ont quittés, hein, qu'est-ce qui pouvait bien les pousser à agir ainsi. Et on a une chance inouïe aujourd'hui, c'est qu'on a en ligne, en visioconférence, un historien, parce que Roger Barrette n'est pas seulement un descendant de deux pionniers de Leuzeville, il est aussi historien. Et il a été professeur d'université, professeur à l'École nationale d'administration du Québec, voilà. Et aussi secrétaire général, il était aussi président de l'association Québec-France. Et puis, Roger, entre autres, a écrit un certain nombre d'ouvrages, hein, je vous enverrai tout à l'heure dans la halle, après notre manifestation. Mais ces derniers, c'est sur De Gaulle, mais on lui a posé la question, pourquoi ces pionniers ont-ils quitté leur région? Alors, Roger, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, certainement. Bonjour à tous. Alors, attends, Roger. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Et pour vous présenter un peu, justement, répondre à la question que Denis Samuel me posait, c'est des résultats. Pourquoi ces Parisiens ont-ils décidé de quitter comme ça leur région, la Normandie, pour venir sur les bords du fleuve Saint-Laurent? Alors, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Je vais prendre l'exemple des Barrettes, parce que je pense que c'est un bon exemple, mais on peut l'étendre à beaucoup d'autres des pionniers. Alors, peut-être la prochaine, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Bon, alors, je vais vous parler d'abord du contexte familial. Les Barrettes, c'est des gens qui habitaient Beuzeville depuis longtemps. Quand on fait les recherches au niveau notarial, on s'aperçoit que c'est très ancien. Et il y en avait à Beuzeville, mais il y en avait aussi beaucoup dans la périphérie autour de Beuzeville, notamment à Épeigne. Épeigne a encore aujourd'hui un lieu dit qui s'appelle la Barretterie. Et j'ai recensé dans les cartes anciennes à peu près 4 ou 5 autres endroits, dont un tout près de Corneille aussi. C'est contexte familial, c'est celui qui est l'ancêtre, c'est Guillaume Barrette, qui va se marier, lui, en 1627 à Tiphaine Carré. Mais on a découvert leur contrat de mariage qui nous révèle que Guillaume Barrette était fils de Jean Barrette et de Jeanne Bayeux, eux aussi citoyens de Beuzeville. Le mariage est intéressant aussi parce que, vous savez, la dot à l'époque, quand une fille mariait un homme, eh bien, la parenté, le père, la famille de la mariée donnait une dot. Et c'est symptomatique, ça, de la richesse de cette famille-là. Alors, vous voyez qu'ici, les Carrés ont donné une dot de 50 livres en argent, mais de 30 livres en meubles et un coffre. Donc, on ne peut pas dire, quand on compare avec d'autres contrats de mariage, on peut dire que c'est une dot minimale, oui. Et donc, ça reflète que la famille Carré, probablement aussi la famille Barrette, n'étaient pas des gens riches. Ce couple-là va avoir 5 enfants, dont 2, Jean, dont on va parler, qui est né en 1630, et Guillaume, 1633. C'est les deux qui vont effectivement venir s'installer en Nouvelle-France. En 1600, là, peu après un autre accouchement, la mère meurt. Et puis, donc, Jean, qui a 8 ans, devient orphelin, et puis son frère aussi, 5 ans. Alors, vous voyez, pour eux, là, c'est un choc. Et c'est 2 ans plus tard que Guillaume Barrette, le père, va se marier à nouveau avec Paquette Leroy, qui aussi habite Beuzeville. Le nouveau couple va avoir 2 enfants, donc Philippe Barrette et puis Marie Barrette. Alors, 1644, voyez-vous, et là, la famille s'est agrandie. Et puis, le plus vieux de la famille, Jean Barrette, eh bien, pourquoi est-ce qu'il va quitter dans cette année-là? Eh bien, tout près, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de bouches à nourrir dans la famille? Est-ce que
comme ça se produit de temps en temps. Est-ce qu'il y a une mésentente avec la belle-mère et puis il y a de la misère à rester dans la même maison? Ou aussi des difficultés avec le père, des problèmes de chômage, manque d'argent dans la famille. Toujours est-il qu'on peut changer de la diapositive, s'il vous plaît. Donc, c'est des questions qu'on n'a pas de réponse, mais ça. Et voilà, mais on a une autre réponse qui est également très, très importante, qui nous vient de l'académicien Georges Duby, que vous connaissez probablement plusieurs, qui a fait des histoires, l'histoire de la France rurale notamment. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit justement dans l'année 1644? Et je cite, « Au nord de la France, des étés pourris, noyant les blés et les faisant pourrir sur pied. Au sud, au contraire, des années de sécheresse où les grains sont échaudés avant la moisson. Partout, les mêmes résultats, des hausses vertigineuses du prix des grains, du pain, des populations sous-alimentées, affaiblies, des mortalités exceptionnelles, vidant certains villages de 10 à 15% de leur population. Le fléau frappe de nouveau à partir de l'année suivante, 1645, et spécialement dans le nord du royaume, qui connaît une série d'années humides et froides. Donc, ce n'est pas seulement 44-45, ça se continue. Et c'est celles-là même qui correspondent aux troubles de la Fronde, comme vous savez, sous Louis XIII, là, ou la révolte des nobles. Alors, vous voyez, le contexte climatique a une incidence. Et puis, les conditions de travail, oui, on peut changer de diapo. Les conditions de travail, ils sont pour quelque chose, assurément. Ici, voyez-vous, ça, c'est la patronne de Jean Barrette, parce que Jean Barrette est recruté par les Ursulines de Tours pour venir travailler à Québec. Et elle dit justement, dans une lettre qu'elle envoie, c'est toujours l'année 1644, elle écrit ceci. Un homme coûte 30 sous par jour, c'est-à-dire 420 livres par année. Encore faut-il le nourrir les jours de fête, les dimanches, et aussi quand il fait mauvais temps. Donc, il n'y a pas beaucoup de jours où l'employé n'est pas nourri. Hein. Nous faisons venir de France nos artisans qu'on loue pour 3 ans ou plus. Eh bien, ça, si je ramène ça aujourd'hui, comme condition de travail, ça signifie à peu près un revenu, et c'est pas moi, j'ai pris ça sur des convertisseurs de monnaie là, qui sont fiables, ben, ça signifierait aujourd'hui en argent liquide plus de 10 000 euros. Il est logé, il est nourri, logé, et puis son voyage dans l'année pour venir ou pour éventuellement retourner au bout de 3 ans, eh bien, sont assumés par l'employeur. Eh bien, vous voyez que Jean Barrette a essayé ça, il a trouvé que c'était intéressant. Et donc, plutôt que de retourner en France au bout de 3 ans, eh bien, il a décidé de rester et travailler pour les Ursulines pendant 12 ans. On peut changer. L'autre élément qui peut expliquer nous vient d'un écrit de Pierre Boucher, qui est un originaire du Perche, qui, dans les années 1660, est gouverneur de Trois-Rivières, qui va être anobli d'ailleurs par Louis XIV. Eh bien, il écrit ceci dans le livre que vous voyez qui est affiché, là, la couverture est affichée sur l'écran. Il dit « Tous les pauvres gens seraient bien mieux ici qu'en France, pourvu qu'ils ne fussent pas paresseux. Ils ne manqueraient pas ici d'emploi et ne pourraient pas dire ce qu'ils disent en France, qu'ils sont obligés de chercher leur vie parce qu'ils ne trouvent personne qui leur veuille donner de la besogne. » Et je vous signale juste que De Gaulle, eh bien, j'ai découvert dans sa bibliothèque à Colombey-les-Deux-Églises que De Gaulle avait conservé toute sa vie une réédition de cet ouvrage-là de Pierre Boucher. Alors, et l'autre élément, c'est pas juste que ils peuvent trouver de l'emploi, mais ils peuvent obtenir quasi gratuitement de grandes étendues de terre. On peut changer. Et en plus, oui, c'est bien, le droit de pêcher et le droit de chasser, ce que les Français n'avaient pas sur les terres seigneuriales qu'ils occupaient. Donc, vous voyez, un certain nombre d'avantages financiers parce que, comme aujourd'hui, quand les travailleurs vont au loin, eh bien, les conditions de travail sont bien meilleures
que s'ils restent dans leur ville ou à proximité. Alors, ça, c'est des facteurs qui jouent. Et donc, et ici, vous avez la plaque que nous avons, qui était affichée à Beaupré, n'est-ce pas, en présence du maire, monsieur. Et puis aussi, vous retrouvez sur la photo d'à côté monsieur Claude Salmon, qui est parmi vous ce matin et qui était responsable du tourisme à Beuzeville à cette époque-là. Et donc, ça crée des liens, il y a une descendance et les liens continuent aujourd'hui. On peut changer? Donc, j'ai parlé de Jean, le plus vieux. Quelques mots sur le plus jeune, Guillaume. Bien, Guillaume reste à Beuzeville encore 14 ans après le départ de son frère aîné. Et lui, donc, c'est en 760 qu'il décide qu'il tente son aventure en Nouvelle-France. Sans doute que son frère lui a écrit et que donc, ça a motivé sans doute son départ. Notamment parce qu'on sait que son père, à ce moment-là, est mort avant 1659. Alors, il est orphelin de père et de mère, et donc, il est déjà à 27 ans, c'est un homme accompli. Eh bien, il va se faire engager par des recruteurs qui sont en France et qui, donc, cherchent de la main-d'œuvre. Eh bien, l'employeur, il choisit d'aller à Trois-Rivières, et non pas ici à Québec, mais à Trois-Rivières, pour Pierre Boucher, celui dont je vous ai parlé, dont vous voyez la photo, là. Eh bien, Pierre Boucher, le gouverneur de Trois-Rivières. Et puis, 3 ans plus tard, à l'initiative d'ailleurs de Pierre Boucher, qui a été à Versailles et puis à Paris pour demander des soldats et demander des filles, parce qu'ici, il y a beaucoup d'hommes, mais il n'y a pas beaucoup de femmes, pas suffisamment de femmes. Et si on veut coloniser, occuper, peupler, eh bien, ça nous prend des jolies créatures, comme on disait à l'époque. Et donc, c'est comme ça que le programme royal de peupler la Nouvelle-France va s'appeler le programme de Filles du Roi. Eh bien, Boucher, lui, va être un de ceux qui va être celui qui va, justement, en 1661, être à Paris. Il va contribuer à la sélection de ces jeunes filles-là, dont la plupart étaient des orphelines, qui étaient surtout à Paris, mais qui venaient aussi de régions comme ici. En 1663, c'est le premier contingent. Et Pierre Boucher accueille chez lui une Vendéenne, Louise Charrier, première fille du roi à venir à Trois-Rivières. Pourquoi on dit fille du roi? Parce qu'ils sont dotés, ils sont voyagés. Le roi leur donne une dot et puis des meubles et puis un trousseau pour qu'ils puissent partir avec une famille, avec un homme en Nouvelle-France. Eh bien, à l'époque, comme je vous ai expliqué, eh bien, il y a beaucoup de gars, mais pas beaucoup de filles. Alors, eh bien, notre Louise Charrier, qui loge chez le gouverneur à Trois-Rivières, eh bien, les hommes viennent leur faire la cour, les uns après les autres. On peut présumer que Guillaume Barrette devait être assez gentil et assez beau parce qu'elle l'a choisi lui plutôt que les autres. Et ce qui fait que ce couple-là va se marier, va être heureux et vont donner 9 enfants, 4 filles et 5 garçons, dont 3 vont assurer la descendance. La suite. Eh bien, vous voyez les avantages, mais il y a des inconvénients. Vous savez que c'était des terriens, hein? Eh bien, il n'y avait pas beaucoup de marins dans ceux qu'on a recrutés. Il y a ceux qui voyageaient, mais ils revenaient, les marins. Tandis que pour des terriens, ça devait être de la terreur, n'est-ce pas, de traverser l'Atlantique. Alors, ça doit être un frein énorme, d'autant que c'était 60 jours en mer, ensuite, sans se déshabiller, hein, parce qu'il n'y a pas de place pour se déshabiller, et on couchait les uns sur les autres, avec évidemment des risques de mourir. 10% des passagers, plus ou moins, d'un voyage à l'autre, mais en moyenne, il y avait 10% des passagers qui mouraient en mer. Et d'ailleurs, Jean Barrette
on connaît un des documents, premier document qu'il a ici à Québec, eh bien, c'est parce qu'il a été témoin d'un de ses amis qui est mort en route et qui a donné de ses biens à un autre des compagnons de voyage. Donc, c'était un vrai danger. Donc, imaginez-vous que c'est un repoussoir pour les gens de faire un si long voyage et un dangereux voyage. Et autre diapo, s'il vous plaît. Et c'est le climat. Denis en a parlé tout à l'heure. Ben, le climat est assez différent entre la Normandie et le Québec. Eh bien, à l'époque, c'est quand même 5 mois d'hiver. Alors ça, c'était un frein majeur. C'est un frein d'ailleurs qui explique en partie pourquoi il y a un écart de peuplement entre les colonies anglaises au sud, parce que le climat est doux et favorable. L'hiver est très court, tandis que dans la vallée du Saint-Laurent, là, et beaucoup de gens qui pouvaient venir, eh bien, se décourageaient et retournaient parce qu'ils trouvaient que c'était peut-être pas tout à fait le climat qu'ils attendaient. Bref, voilà un petit survol des motivations qui pouvaient amener les gens à faire un choix majeur dans leur vie et à la fois pour s'enrichir, pour améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Et donc, je pense qu'on peut dire que c'était des gens courageux, audacieux, qui faisaient ce choix-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup.